On a tous été à un moment donné ou un autre trompés, en tout cas par Vladimir Poutine, et je pense qu'on n'a pas réussi à voir le niveau de dangerosité qu'il représente pour nous et qu'on a découvert malheureusement il y a maintenant un peu plus d'un an, presque deux, et donc à ce titre-là, oui, on a tous été trompés d'une certaine manière. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que quand on parle de désinformation russe, on imagine, je ne sais pas, des espions. Or, vous racontez que ces soldats de la désinformation, ils n'agissent pas avec des méthodes secrètes. Vous écrivez, ils ne font qu'utiliser les outils que la démocratie a mis à leur disposition, c'est-à-dire qu'ils sont sur nos réseaux sociaux, nos journaux, à la télévision, au sein de nos institutions et dans nos partis politiques. Et vous rajoutez, certains d'eux n'ont jamais été aussi proches de nous gouverner. De qui parlez-vous, Alain ? Pour ceux qui n'ont jamais été aussi proches de nous gouverner, évidemment, je parle du Rassemblement national, dont les liens avec la Russie de Vladimir Poutine sont connus, que ce soit des liens financiers ou des liens d'affinité politique. Et effectivement, comme vous le disiez, alors il y a une partie évidemment de l'ingérence russe en France et en Europe qui se joue par l'espionnage, par la corruption, tout ça est connu, mais effectivement, ça passe aussi tout simplement par des relais d'opinion qui, comme on est en démocratie, ont des blogs, parfois sont dans des médias, y compris mainstream, mais qui font la propagande de Vladimir Poutine. Je vais citer un exemple, alors il n'est pas français, mais c'est sorti il y a quelques jours dans le cadre de cette enquête sur les leaks du paradis fiscal qu'est Chypre, où on a appris qu'il y a un célèbre journaliste allemand qui était très connu pour être un biographe de Poutine, qui a écrit notamment un livre intitulé « Pourquoi l'Europe a besoin de la Russie ». Et ben, on a appris qu'il avait été rémunéré à hauteur de 600 000 euros par un oligarque proche de Poutine. Il a touché 600 000 euros du Kremlin, indirectement. Indirectement, voilà, c'est via un oligarque très proche de Poutine et qui donc passe par les paradis fiscaux. Et donc la vraie question qu'il faut se poser, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Vous pensez qu'en France, il y a quelqu'un qui a été payé 600 000 euros pour écrire un livre? Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que j'en sais rien du tout, mais je pense qu'il faut envisager cette possibilité-là. Un autre exemple qui est français pour le coup, alors ça remonte à avant Poutine, mais on avait appris par exemple, je crois que c'était l'année dernière, c'était dans l'Obs ou dans l'Express, je ne veux pas dire de bêtises, mais qu'un journaliste du Canard enchaîné, pendant des années, avait été en fait à la solde des services tchécoslovaques à l'époque de la guerre froide, et on l'a appris voilà, que bien plus tard. La propagande russe a d'ailleurs créé ce qu'on appelle aujourd'hui une communauté contrefactuelle, c'est-à-dire qui sème la désinformation. Mais c'est quoi cette communauté? Est-ce qu'elle est infusée par des influenceurs ou des gens russes, ou est-ce que c'est une communauté qui se crée dans chaque pays et qui s'auto-alimente? Alors, je pense qu'il faut avoir bien conscience que la Russie, en tout cas la propagande russe, ne fabrique rien de toute pièce. Elle vient jouer sur des choses qui sont préexistantes et elle vient en réalité profiter des failles de notre société démocratique. Cette communauté contrefactuelle dans nos sociétés démocratiques, elle existe, elle est là. Alors, contrefactuel, c'est contre les faits, donc c'est la vérité parallèle. Hein, c'est ça, la réalité parallèle. C'est toute cette population qu'on a vu notamment manifester par exemple contre les vaccins pendant la crise du Covid-19, c'est toutes ces sphères complotistes qui se sont, qui a coagulé après le 11 septembre 2001, au moment de la guerre en Syrie, etc. Donc il y a un public, si vous voulez, que effectivement j'appelle la communauté contrefactuelle. C'est une expression d'Eliot Higgins, le fondateur de Bellingcat, et qui est réceptive en fait à cette propagande-là et qui va permettre de servir de caisse de résonance au discours russe. Xavier. Et parmi les hommes politiques, que ce soit en Allemagne ou en France, il y a quand même une tradition russe qui est de les admettre très facilement dans les conseils d'administration avec des jetons de présence qui sont extrêmement chers. Ça aussi, ça participe évidemment de l'influence dans notre pays? Alors évidemment, c'était quelque chose que la commission la commission d'enquête du Parlement européen sur les ingérences russes en Europe avait appelé la capture des élites. Donc évidemment, là, on a des exemples qui nous viennent tout de suite. Il y a l'exemple de François Fillon, qui avait démissionné de ses postes dans des conseils d'administration d'entreprises russes au lendemain de l'invasion. Il y a évidemment l'ancien chancelier, Mais il n'y a pas de poursuite. C'est ça qui paraît quand même étonnant à ce stade. Non, et c'est toute la difficulté, puisqu'en réalité,
réalité, on les poursuivrait. En réalité, on les poursuivrait. Poursuit pourquoi ? Pourquoi ? Voilà, c'est ça le gros problème. C'est tout comme les personnages dont je parle dans mon livre. Effectivement, encore une fois, ils ne font qu'exercer des droits qui sont les droits de la démocratie, mais qui, face à des puissances comme la Russie, deviennent des faiblesses ou qui, en tout cas, sont exploitées en tant que telles. Donc, le journaliste allemand, lui, il peut sans doute être poursuivi pour corruption. Si on sait qu'il y a eu une contrepartie, non ? Même pas. Alors là, peut-être dans le cas d'espèce pour évasion fiscale, peut-être, je ne sais pas. Oui, il y a un paradis fiscal, il y a Chypre, voilà. il y a tout un tas Mais en soi, si vous voulez, il n'y a rien qui rend illégal le fait d'être payé par les Russes pour écrire sur la Russie. Voilà. Il risque d'ailleurs d'être poursuivi parce qu'il a fait des documentaires, notamment pour la télévision allemande. Ouais. Et que la direction de la télévision allemande se demande dans quelle mesure ces documentaires n'ont pas fait partie de la propagande russe et pourraient se retourner contre lui. Mais en Allemagne, ça fait scandale quand même. Ils ont mis beaucoup de temps à ouvrir les yeux. Mais l'affaire Schroeder, notamment, même s'il n'y a pas de poursuite, a quand même provoqué un émoi bien plus large qu'en France, j'ai la sensation. Oui, tout à fait, parce que effectivement, on parle beaucoup de ce qui se passe en Allemagne. Donc, comme vous le dites, il y a eu l'affaire Schroeder, et puis en Allemagne, il y a eu le choc quand même de se rendre compte que décidément la diplomatie qu'on avait choisie avec la Russie, qui consistait à faire des affaires et des échanges commerciaux et que ça allait marcher tout seul, ça s'est effondré du jour au lendemain. Et puis il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur Nord Stream qui montraient comment tout ça s'était bâti quand même sur la corruption d'élites politiques, que ce soit au niveau local jusqu'au plus haut sommet de l'État allemand. En France, je trouve qu'on a encore du mal quand même à reconnaître que dans cette situation-là, on ne vaut pas forcément beaucoup mieux que nos voisins d'outre-Rhin. Voilà, il y a quand même eu la tribune de notre ancien président de la République il y a quelques temps qui a fait beaucoup de bruit, président de la République dont on sait qu'il a eu aussi des liens financiers. Alors je dirais pas avec le Kremlin, mais avec Nicolas Sarkozy. Sur la Crimée. Pardon ? Quel lien financier ? C'est des affaires qui avaient été sorties dans Mediapart, mais on sait qu'il a été rémunéré par un fonds russe, là encore, via des paradis fiscaux pour donner une conférence. Ce sont des affirmations ou ce sont des certitudes ? Il y a des enquêtes qui sont en cours, bien sûr. Qui n'ont pas encore abouti. Non, je préfère qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Non, mais il y a des conférences, encore une fois, rien d'illégal a priori. Voilà, la question c'est de savoir si c'est illégal, mais le fait que ça existe n'est pas mis en doute, quoi. Et la question aussi, c'est est-ce qu'on doit s'interroger sur tous les discours médiatiques de toutes les personnes qui vont aller dans le sens de la Russie ? Est-ce que on ne peut pas non plus défendre certains pans de la politique russe sans avoir de corruption ou d'arrière-pensée pro-Poutine, c'est ça que je veux dire. Je pense que non, et c'est ce que j'essaye aussi de montrer dans mon livre, c'est que tous les relais d'opinion qui sont favorables au Kremlin en France ne sont pas nécessairement des espions qui sont payés par le Kremlin. Des fois, ils ont eux-mêmes des positionnements politiques, etc., qui vont pencher vers là. Et donc, je pense que non, parce qu'encore une fois, on est en démocratie, et en soi... on a le droit de défendre Vladimir Poutine. Là où il faut s'interroger, c'est quand on entend ce genre de discours, c'est d'où ils viennent. Est-ce que la personne qui tient ces discours les reprend de quelque part ? Enfin voilà, les arguments de pro-Poutine sortent jamais ex nihilo. Ils sont quand même confectionnés quelque part. Justement, pour poursuivre dans le sens des élus, la question que posait Benjamin, dans votre livre, il y a un chapitre qui s'appelle les touristes, où on voit tous les parlementaires, notamment beaucoup de droite, du Rassemblement national, de l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, etc., en déplacement, soit en Syrie, soit en Russie, et vous posez cette question, je trouve que c'est une bonne question, comment expliquer que Poutine réussisse à s'attirer les faveurs de certains mouvements de gauche, tout en étant plébiscité et soutenu de manière massive par la plupart des formations d'extrême droite en Europe? Il y a un grand écart, mais il arrive à les réunir. Ouais, alors je précise tout de suite, Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence, c'est un voyage en Russie en 2018, mais effectivement, c'est surtout des cadres du Rassemblement national. On pense notamment à Thierry Mariani, qui a été très souvent en Syrie, un certain nombre de fois en Ukraine et en Russie. Et effectivement, alors... Là, de fait, c'est quand même très largement la droite et l'extrême droite aujourd'hui qui fait ce genre de tourisme. Mais effectivement, il y a des personnalités très à gauche qui se sont retrouvées là-dedans aussi. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on le sait, Poutine drague l'extrême droite européenne depuis très longtemps, parce que c'est l'alignement politique naturel pour lui à l'heure actuelle. Mais il peut encore compter sur, au sein de la gauche européenne, d'un héritage, d'une nostalgie soviétique
qui n'a pas été encore totalement soldée. Avec une détestation des États-Unis pour certains. C'est ça, et avec des organisations post-soviétiques qui sont toujours là et qui ont toujours des leviers à activer dans certaines sociétés européennes. On avait parlé par exemple de cette fédération syndicale mondiale à laquelle un personnage de la CGT voulait se rallier et qui est en fait un vestige de la fédération syndicale mondiale qui était aux ordres de Moscou pendant la guerre froide. Ces choses-là existent encore. Et ce qui est